à une autre émission de Stéphanie s'informe. J'espère que vous êtes autant prêts que moi à vous informer sur un nouveau sujet d'actualité. Aujourd'hui à l'émission, on rencontre la créatrice de contenu derrière Jado qui mange, qui nous présente les différents changements multifactoriels qui nous affectent présentement, en plus de nous présenter une collation réconfortante et délicieuse. Ensuite, on enchaîne avec la chronique cinématographique avec Jean-François, qui nous fait une comparaison de deux versions de Wonder Woman. Mais avant tout, on débute l'émission avec une super bonne nouvelle du côté du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau avec Dr Bureau. Bonne émission! Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de participer à notre émission. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Et aujourd'hui, en fait, on vous rencontre pour parler du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. Mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, on voudrait savoir c'est quoi la mission de cet organisme? Mais dans le fond, un centre de pédiatrie sociale, c'est une maison dans laquelle on dispense des soins de santé selon un modèle qui est très particulier. Donc, un modèle de médecine sociale intégrée au droit qui a été développé par Dr Gilles Julien. Donc, une médecine où on va s'appuyer à la fois sur les sciences sociales, mais sur le droit, et où on va évaluer, accompagner, soigner des enfants qui vivent dans des situations plus difficiles ou des fois, on appelle ça en état ou en situation de vulnérabilité. Donc, des enfants pour qui leur situation de vie fait qu'il y a des besoins qui ne peuvent pas être rencontrés par leurs parents ou leur famille. Et donc, de fait, il y a des droits qui sont bafoués. Puis ça, bien, ça occasionne des conséquences qui sont vraiment négatives sur le développement puis la santé des enfants. Donc, on est là dans une approche vraiment de proximité. On est ancré dans nos communautés. Et avant la pandémie, on était un endroit où les enfants et leurs parents pouvaient juste venir se déposer, venir prendre un café, prendre leur collation, nous faire un coucou. C'est sûr que les mesures sanitaires ont changé ça, mais c'est temporaire. Donc, vraiment une maison où on fait une approche de médecine de proximité. Et comment est-ce que les enfants peuvent bénéficier de ces services-là? Est-ce que vous faites des choix? Comment ça fonctionne? Non. C'est sûr qu'il y a des critères. Dans le fond, ce sont tous des enfants qui nous sont référés soit par l'école, le CLSC, la grand-maman, la maman. Moi, mon bonheur, c'est quand une maman ou un papa rentre au centre et me dit « Ma belle-sœur, elle pense que tu peux m'aider ». Ça, pour moi, c'est vraiment de la proximité puis de l'ancrage dans notre communauté. On travaille fort avec les écoles. On travaille avec le CIS de l'Outaouais, bien sûr. On travaille avec les partenaires communautaires, les maisons de quartier qui sont tellement importantes pour ces enfants-là, ces familles-là. Donc, différentes. Puis tout le monde peut référer, puis on n'a pas besoin d'être référé. Puis je pense qu'aujourd'hui, vous avez près de 1000 enfants avec vous? On a plus que 1000 enfants, donc 2 points de service, un dans le vieux Gatineau, puis un dans le vieux Hall. Ouais. Puis une vingtaine d'intervenants. Puis je pense également que vous êtes une des... En fait, ça vous tient tellement à cœur, tout l'organisme, que vous avez même débuté la guignolée des enfants, si je me trompe. Bien, je trouve que, ça a été la guignolée du Dr Bureau pendant 11 ans, dans le fond. Hein. Notre première guignolée, c'est en 2009, un mois après notre ouverture. Cette année, c'est sûr qu'on avait le goût de rajeunir un peu cette image-là, puis je trouve que de recentrer vraiment l'importance de ces enfants-là, on est là pour eux. Donc, c'est plus la guignolée à Dr Bureau, c'est la guignolée des enfants avec Dr Bureau. Puis je trouve qu'on ressente le message là où il devrait être. Je suis très contente. Et cette année, vous avez ramassé 152 568 $. C'est incroyable dans un contexte de pandémie. C'est incroyable. C'est incroyable avec une guignolée virtuelle où on était beaucoup moins présent, avec une population qui a des préoccupations qui sont immenses et qui sont bien loin de la philanthropie. Donc, moi, je suis vraiment remplie de gratitude là, envers chacun de ces donateurs-là. Puis, tu sais, moi, je vois la liste des donateurs. Je vois tous les noms qui rentrent. Puis ce qui me frappe cette année, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux donateurs dans une période de pandémie. Je trouve ça très touchant
qu'on veuille participer à ce cercle protecteur-là avec nous. Mais ce qui me touche encore plus, c'est qu'il y a des noms que je vois depuis 2009 et qui, à chaque année, font un don. Donc, ça fait 12 ans qu'ils acceptent de porter les enfants avec nous. Je suis très touchée de ça. Est-ce que vous attendiez à une telle somme cette année? Ben, en fait, on ne savait pas trop. Non, moi, je ne pense pas. Je pensais qu'on ferait moins que ça, vraiment. C'est sûr que, comme je dis, là, la population est prise dans la pandémie, a des besoins. Il faut voir que les gens, même quand on conserve notre travail, certains d'entre nous sont chanceux, nos salaires n'ont pas baissé, mais il y a beaucoup de gens qui ont été affectés et qui ont perdu leur travail dans les faits. Là. Donc, je suis extrêmement contente. Puis on doit également dire qu'il y a eu 3 McDonald's franchisés de la région qui ont également participé à la guignolée et qui ont réussi à ramasser 11 431 $, qui est également un gros montant. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Puis moi, tu sais, on a la chance d'avoir des citoyens corporatifs qui acceptent de prendre la cause des enfants les moins gâtés et de leur redonner. Puis ils font ça avec beaucoup de cœur pour les avoir rencontrés à plusieurs reprises. Ils sont profondément préoccupés par le vécu de nos enfants, puis par le fait qu'il faut absolument réussir ces enfants-là. Donc, je suis très reconnaissante. C'est un gros montant. C'est le futur de demain, les enfants, en fait. C'est de l'investissement. En fait, oui, c'est un investissement, c'est comme ça qu'il faut le voir effectivement, mais les enfants, même si c'est notre avenir, c'est maintenant qu'on doit, c'est maintenant qu'ils vivent, c'est maintenant qu'ils vivent des choses qui sont parfois difficiles, puis c'est maintenant qu'il faut leur donner ces moyens-là pour réussir. Puis, certainement. Qu'après 12 ans, la population soit encore derrière nous, puis croit encore qu'on peut réussir ces beaux enfants-là. Je suis vraiment pleine de gratitude. Et concrètement, comment allez-vous utiliser ces montants-là? Mais en fait, contrairement à d'autres campagnes de financement qui vont pour des projets spéciaux, on s'entend que les sous qui sont donnés pour la guignolée des enfants avec Dr Bureau sont des sous qui vont à des services directs aux enfants. Donc, on sait qu'on doit on ramasse un peu les effets de la pandémie et du confinement. Je dois vous dire qu'on a chacun de nous là, dans l'équipe des inquiétudes importantes à propos de plusieurs de nos enfants qui ne vont pas bien. Donc, de réussir à leur donner davantage de services d'évaluation puis de thérapie, c'est une priorité cette année. On pense, par exemple, à tout ce qui touche, c'est sûr qu'avec la pandémie, les délais d'attente pour obtenir des évaluations dans le réseau de la santé des services sociaux ont été allongés. Je ne lance pas la pierre, je le conçois, je le comprends. Là. On a été... Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a des enfants, nous autres, qui arrivent, qui sont à l'école et qui ont des difficultés majeures, qui ne sont pas diagnostiquées. Des enfants qui vont entrer à l'école, qui auraient dû, dans des temps normaux, être vus, qui ne le seront peut-être pas. Donc, il faut vraiment s'assurer que les enfants arrivent à l'école puis qu'ils soient prêts, que quand ils ont des besoins particuliers, on les adresse le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment d'intensifier les services à nos enfants, là, les services à la fois de prévention, de diagnostic, puis aussi de traitement là, pour ces enfants-là. Mais en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'organisme pour justement aider nos enfants? Bien, il y a plusieurs façons. C'est sûr que de faire un don, ça permet d'employer des professionnels qui peuvent donner des services aux enfants. C'est majeur. Ça, c'est une chose. On peut s'impliquer. C'est sûr qu'avec la pandémie, c'est beaucoup moins évident, là. Mais c'est sûr qu'en temps normal, on a besoin de beaucoup de bénévoles et ça va de faire l'accueil, ça va en temps normal, faire la cuisine pour les enfants. Ça va. Donc, on peut s'impliquer de toutes sortes de façons. L'année 2021, pour nous, est une année qui présente des défis qui sont vraiment importants puisque à Gatineau, vous le savez, on a été victime d'un incendie en décembre 2019. On a été relocalisé chez un partenaire avec des personnes aînées. Donc, on a dû sortir avec la pandémie de nouveau et donc louer des locaux qui
qui ne sont pas suffisants, qui ne sont pas évidemment là, pour l'avenir. Donc, on a ce projet, il faut rénover les locaux à Gatineau. Ce sont des sommes importantes qui sont requises, puis ce n'est pas l'argent de la guignolée qui va acheter du plâtre puis du gyps. Donc, il y a ce projet-là. Il y a aussi un projet d'agrandir les locaux dans le vieux hall. Comme vous le savez, on a des magnifiques locaux dans le vieux hall qui sont beaucoup trop petits maintenant pour les projets qu'on veut développer. Donc, un projet d'apprentissage collectif de la musique qu'on espère développer depuis des années. Puis, c'est cette année qui est la bonne. Donc, agrandir ces locaux-là. Aussi, on a un projet magnifique de clinique de périnatalité sociale, donc où on va pouvoir offrir très bientôt des suivis de grossesse et tous les suivis connexes, une espèce de carrefour de soins et de services pour des futurs parents qui ont eu des vécus difficiles. Donc, tout ça arrimé à un projet de recherche. Donc, on peut donner, on peut s'impliquer, on peut venir prêter main forte, il y a toutes sortes de façons de s'impliquer auprès des enfants. C'est sûr que la pandémie, ça a changé notre vie de façon majeure, hein. Dans nos salons, il n'y a plus de divan, il n'y a plus de jouets, il n'y a plus de livres dans nos bibliothèques. Mais tout ça va prendre fin à un moment donné. Là. On va retrouver... ça nous brise le cœur de ne plus pouvoir accueillir nos enfants, leurs familles, comme ça, sans rendez-vous, là, de façon impromptue pour venir prendre une collation, un café, puis jaser, puis avoir des parents qui se donnent rendez-vous au centre juste pour venir placoter, puis jaser de leurs enfants, puis de leur situation, puis s'entraider. Ça, c'est plus possible, mais ça va redevenir possible. Donc, on pourra de nouveau accueillir là, notre armée de bénévoles qui vient entourer nos beaux enfants puis leurs familles. Et pour ceux qui veulent plus d'informations, on les invite à aller visiter votre site web. Et en fait, on va conclure sur ça et de justement donner généreusement pour participer justement à notre avenir de demain. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, Jade, d'avoir accepté notre invitation à notre émission. Bien, merci à vous d'avoir pensé à moi. Et en fait, tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'intéresse dans la nutrition? Quand même, je dirais plusieurs choses, là. C'est sûr que le côté qui est plus psychologique, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis, dans le fond, la relation que les gens ont avec la nourriture, fait que tout cet aspect-là. Puis aussi, comment ça peut affecter, mettons, les performances sportives ou comment on se sent émotionnellement et tout. Donc, tous les effets de la nourriture dans ce contexte-là. Et en fait, tu as débuté ton Instagram qui s'appelle Jado qui mange. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse justement à partager tes connaissances sur la nutrition? Bien, on dirait que j'avais tellement de questions, des gens qui me posaient des questions quand ils savaient que j'étudiais en nutrition sur plein de sujets. Puis je trouvais que les gens se compliquaient un peu la vie pour rien ou si on n'a pas les connaissances nécessairement, ça ne vaut pas la peine d'aller chercher vraiment si loin que ça. Fait que je voulais en fait donner une version qui est un peu plus simplifiée de la nutrition, puis que ça soit autant amusant, pas stressant, puis c'est ça, donner des petits conseils par rapport à ça. Puis en même temps aussi, j'aborde quelques enjeux sociaux qui sont liés à la nutrition, comme la grossophobie. Même des fois, je vais parler un peu de féminisme puis de racisme. Donc, c'est comme une plateforme où est-ce que j'explore tout ça en même temps. Bien, justement, je voudrais dire que ta plateforme, elle est vraiment belle. Justement, son esthétique est super beau, c'est accueillant, c'est charmant et justement, c'est simple à comprendre, justement. Aujourd'hui, je pense que tu avais envie de nous parler un peu des changements qui nous entourent présentement. Oui, il y a le COVID, mais il y a beaucoup plus que ça. Oui, dans le fond, justement, avec l'arrivée du COVID, il y a eu vraiment beaucoup de changements autour de nous. Puis ça peut venir nous affecter au niveau émotionnel, peut-être au niveau du stress. Donc, professionnellement aussi, on a vécu vraiment plein de changements. Il y a des gens qui ont dû se réadapter en travaillant à la maison. Donc, ça vient affecter notre horaire, ça vient affecter notre environnement de travail. Est-ce qu'on est propice à être concentré dans un environnement où est-ce qu'on vit avec d'autres personnes? Est-ce qu'on a l'infrastructure? Donc, tout ça, c'est des changements qui vont venir inévitablement peut-être changer notre alimentation aussi parce que c'est des choses qui affectent, qui sont vraiment intimement reliées.
Donc, si on a plus de choix, si on est habitué d'avoir une routine, mais là, tout ça vient être chamboulé. Puis, c'est ça, il y a vraiment beaucoup, beaucoup qui est lié à des petits changements qu'on pourrait dire qui viennent bouleverser un peu le courant de notre vie. Puis on ne peut pas se le cacher que travailler à la maison, le garde-manger, il n'est pas très loin. Là. C'est facile de justement aller chercher une collation ou quoi que ce soit. Donc, c'est de faire des bons choix, des choix santé. Mais c'est quoi qu'on appelle un choix santé? Bien, c'est ça. Ici, c'est un peu compliqué dans la situation en ce moment. On ne donnerait pas, mettons, je ne suis pas encore nutritionniste, mais les nutritionnistes en tant que tels ne vont pas nécessairement donner les mêmes conseils dans la situation actuelle, vu la grosse charge émotionnelle qui vient avec ces changements que j'ai décrits un peu tantôt. Donc, tu sais, il y a des gens qui ont le garde-manger à côté, ils vont avoir tendance à manger un peu plus, qui vont avoir tendance à manger parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils sont moins stimulés, stressés, tout ça. Bien, ça vient faire en sorte que peut-être les choix alimentaires vont être différents aussi. Donc, des fois, on va avoir, si on planifie nos repas, par exemple, qu'on s'amène un lunch, on a tendance à faire des repas qui sont plus équilibrés, plus calculés un peu, on pourrait dire, tandis que maintenant, en travaillant à la maison, toutes ces barrières-là sont un peu éclatées. Donc, veut pas, on va venir prendre quelque chose ici et là. Donc, il y a ce côté-là de la médaille, puis après ça, il y a un autre côté où peut-être les gens qui vivent le stress d'une autre façon, ils vont peut-être oublier de manger, ils n'auront pas les repas aux mêmes heures. Après ça, ils vont se ramasser le soir, avoir super faim, juste manger tout ce qu'ils trouvent sous la main. Donc, tout ça, ça affecte les gens vraiment différemment. Donc, c'est sûr que c'est difficile de donner des conseils qui sont complètement généraux. On va y aller avec du cas par cas, puis c'est ça, dans la situation en ce moment, c'est très différent pour tout le monde. Puis je pense que ça serait important aussi de se déculpabiliser au travers de tout ça. Bien, c'est ça. C'est justement là où je voudrais en venir, c'est qu'il ne faut vraiment pas se mettre la pression d'avoir une alimentation qui est parfaite dans les temps qu'on vit en ce moment. Puis c'est pour ça que je dis qu'on donnerait peut-être des conseils qui sont un peu différents. Des petites étapes faciles, par exemple, faites-vous un lunch le soir comme vous faisiez à l'habitude, par exemple. Ça pourrait aider les gens à se recentrer un petit peu. Puis sinon, s'ils n'ont même pas l'énergie de faire ça, c'est pas grave non plus parce que le stress qu'on vit, c'est mondial, c'est juste le fait de continuer à travailler, continuer à avoir une vie qui est quand même stable. C'est ça l'important en ce moment. Donc, quelqu'un qui va aller manger peut-être un peu trop de biscuits, entre guillemets, c'est vraiment pas ça le gros problème dans la situation présente. Puis, aurais-tu des idées de collations dites réconfortantes et bonnes pour la santé pour justement les petites fringales ou quand on se sent plus stressé, qu'on a envie de manger justement le premier biscuit qu'on trouve, là? Oui, bien c'est ça. En fait, je pense que le plus grand conseil pour les gens à qui ça stresse, l'alimentation, ça serait la préparation. Donc, il y a tellement de recettes qui sont offertes sur le web. Moi ou d'autres collègues, on en offre aussi. Puis, j'en ai fait une spécialement pour l'émission aujourd'hui. Ça serait comme un hummus au chocolat ou on pourrait dire une tartinade au chocolat protéiné. Mais j'aime peut-être moins un peu ce nom-là parce qu'il n'y a pas vraiment de supplément de protéines. Là. C'est vraiment juste que ça peut ressembler un peu à du Nutella, mais on va venir ajouter des ingrédients qui sont un peu plus nutritifs, par exemple des haricots blancs, c'est ça. Puis il va y avoir plusieurs noix, puis c'est un peu sucré. Donc les gens qui ont une dent sucrée, exemple à 3 heures, c'est parfait avec un craquelin, une toast, n'importe quoi. Donc, oui, c'est ça. Une collation rapide à prendre, qu'on mange ça avec autant des biscuits? Est-ce qu'on mange ça avec des fruits? Bien, exactement, ça peut. Après ça, les options sont infinies, là. On pourrait le manger avec une pomme, on pourrait le manger avec un craquelin, avec une toast de grains entiers. Ça peut même être avec ceux qui aiment ça, mélanger le sucré salé. Ça peut être avec des noix, tu sais, exemple, des choses comme ça. Après, on peut même le manger à la cuillère. Il faut être créatif. On vous a donné la recette juste ici avec des magnifiques images également de la tartinade. Donc, on souhaite que vous l'essayiez. Moi, certainement que je vais essayer ça. Ça a l'air vraiment délicieux. Et si vous aimez ça, dites-nous-les dans les commentaires. Et on se revoit à bientôt pour une autre chronique avec la nutritionniste Jade. Merci beaucoup. Merci.
Salut JF, comment ça va aujourd'hui pour ta Salut. nouvelle chronique cinéma? Ça va très bien. Toi, comment ça va? Ça va super bien. J'ai hâte de Good. voir de quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui. On va parler de Wonder Woman 1984, donc la suite de Wonder Woman qui est sortie en 2017. Ça a été réalisé encore une fois par la même réalisatrice, Patty Jenkins, que je suis certain que tu connais probablement pas vraiment le nom, ou sinon tu n'as jamais entendu parler avant Wonder Woman, si je ne me trompe pas. Non, pas... En effet, hein? C'est pas surprenant parce qu'elle n'a pas eu une super longue carrière à Hollywood, comme bien des femmes à Hollywood, là, malheureusement. Mais il faut dire qu'elle a eu beaucoup de succès avec Wonder Woman en 2017. Puis, on la connaît aussi pour un film, un vieux film là, de début des années 2000 qui s'appelle Monsters, qui avait fait en sorte que Charlize Theron, à l'époque, avait gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Donc, ça, c'était peut-être son film là, qui l'a sorti de l'ombre un peu, là, si on veut. Pour ce qui est de Wonder Woman, là, c'est particulier parce que on va essayer un petit peu répondre à la grande question parce qu'on sait que les films qui devaient sortir en salle, mais là, maintenant, en temps de pandémie, ça ne marche pas exactement pareil. Ce film-là, c'est un des films qui est sorti en partie en salle et en partie disponible en streaming. Et ça va peut-être répondre à la question de savoir, est-ce que ça vaut la peine d'aller payer un 20 quelques dollars là, pour avoir un film à la maison? C'est le film qui a fait le plus d'argent en temps de pandémie là, de tous ceux qui ont sorti là, depuis le début. Donc, ça a battu même Tenet là, de Christopher Nolan. Fait que ça, c'est un bon point. Mais par contre, ce qui est particulier, c'est que à sa sortie, les critiques étaient quand même bonnes. Donc, si on se fie à Rotten Tomatoes, qui est probablement là, le site que tout le monde va voir là, pour aller voir comment les films se placent, il avait scoré un score frais de 89%. Normalement, ce qui est quand même bien, puis même c'est quand ils disent Certified Fresh, souvent ce qu'on s'attend, puis c'est même dans les barèmes de ce qu'ils disent quand ils vont donner une certification, c'est qu'on s'attend à ce que ça reste grosso modo proche de ça dans les semaines qui vont suivre. Par contre, c'est pas ce qui est arrivé à Wonder Woman, ça l'a vraiment planté. Ce qui expliquait ça, c'est que Warner Brothers a décidé de sortir le film un petit peu, c'est-à-dire de le présenter à un certain nombre limité de critiques. Quand ils ont levé l'embargo, il y a eu plus de critiques qui sont rentrées, puis c'est là que ça l'a planté. On a un petit peu discuté à se faire l'idée, c'est bon, c'est-tu bon, c'est pas bon, ça vaut-tu la peine ou pas? Si on regarde le score des gens qui l'ont écouté, qui vont voter, si on va sur IMDb, c'est 5,4 sur 10 la note. Tandis que si on va sur Rotten Tomatoes, c'est 74%. Encore là, il y a comme une division. On voit bien que c'est un film qui divise les gens. Est-ce que la raison pour laquelle le film a été divisé comme ça ou critiqué, si on veut, est-ce que c'est parce que Patty Jenkins, justement, elle n'a pas beaucoup d'expérience comme réalisatrice pour faire des films hollywoodiens? Bien des réalisateurs qui disent que quand on prépare une suite, ce que le public veut, c'est un peu la même chose, mais différent. Fait que là, c'est un petit peu difficile à jongler. Puis on le sait, on a vu souvent des suites de films qui ne nous ont pas satisfaits. C'est ça, ce point-là est discutable, mais chose certaine, c'est que Wonder Woman, ils ont décidé de prendre une approche différente du premier. Moi, je pense que c'est une bonne décision. C'est une décision que je salue parce que nécessairement, le personnage, la dernière fois qu'on l'a visité, était à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, Wonder Woman, on se comprend, on s'entend qu'elle a évolué à travers le temps. Puis je pense que si tu la regardes sous cette loupe-là, c'est réussi. Mais justement, toi qui as vu qu'il y avait des commentaires mitigés, oui, tu as aimé justement la nouvelle perception qu'on a amenée, mais est-ce que toi, tu es plus du côté justement de Rotten Tomatoes, qui est vraiment du 80%, ou tu es plus du côté il aurait pu travailler autre chose? Moi, je suis du côté que moi, je te dirais qu'il y a des failles nécessairement. Là. Ils sont enfargés à une couple de places, mais en général, je pense que c'est bien. Puis pourquoi je trouve ça? Entre autres, regarde, le film se passe dans les années 80, mais aussi le film est un peu fait à la saveur des années 80. Ça rappelle un peu les films de super-héros qu'on retrouvait dans ce temps-là, c'est-à-dire, mettons, les films de Superman avec Christopher Reeve, où est-ce que Wonder Woman est passée, si tu veux, d'une guerrière amazonienne qui se battait avec son épée et son bouclier, qui faisait un petit peu plus recours à la violence, si on veut, alors que là, elle veut plus sauver les gens, puis elle emploie des tactiques différentes. Donc, elle est moins violente, entre guillemets, que qu'est-ce qu'elle était. Puis, elle est très sympathique avec les gens, de la même façon que, justement, Superman, dans les années 80, c'est un peu ce qu'on retrouvait de ce personnage-là, puis c'est ce qui faisait qu'on l'aimait. Moi, je pense que j'étais un de ceux qui n'étaient pas certains quand ils ont annoncé que c'était Gal Gadot qui était pour faire Wonder Woman lorsqu'ils l'ont annoncé pour le film de 2017. Puis là, après 2 films, honnêtement, là, elle est Wonder Woman.
elle incarne le personnage très bien. Elle dégage cette sympathie-là qu'on a besoin de ce personnage-là. Et cette formule-là des années 80, là, où est-ce qu'elle est plus sympathique et plus proche des gens, c'est un peu aussi la Wonder Woman qu'on trouvait dans les bandes dessinées à l'époque. C'était un peu plus l'approche qu'on avait à ce moment-là. Donc, je trouve qu'elle joue très bien son rôle. De la même façon que Kristen Wiig, qui joue Barbara, qui va devenir Cheetah, qui est une des méchantes, elle, on la connaît surtout pour avoir fait de la comédie à l'époque, fait qu'elle nous surprend, je trouve, parce que son personnage passe vraiment d'une façon et s'en va complètement à l'opposé. Puis elle est bonne pour réussir à faire cette tâche-là de ce personnage-là. Pedro Pascal, ben, on le connaît à cause de Game of Thrones, évidemment. On sait qu'il est capable de livrer la marchandise. Dans Mandalorian aussi, mais je veux dire, il y a toujours un masque d'en face. Fait que là, on ne voit pas trop nécessairement ce qu'il est capable de livrer comme performance. Mais dans ce film-là, honnêtement, je dirais qu'il vole la vedette. C'est un personnage qui est très complexe puis qui est très flamboyant. Puis honnêtement, je pense qu'il a réussi à livrer ce personnage-là pour qu'il soit quand même réaliste puis aussi ancré dans une certaine réalité, si on veut. Chris Pine est de retour pour jouer Steve Trevor. Steve Trevor, ça c'est là, je pense, d'en faire jouer un peu parce que la façon qu'il revient, ça n'aurait pas été nécessairement être obligé d'être Chris Pine qui le jouait, là, si on regarde leur explication. On dirait quasiment que c'est une clause de contrat qui ont dit, OK, il a signé pour 2 films, fait qu'on faut trouver un moyen de l'inclure. Mais par contre, il est versatile, il est bon pour jouer de la comédie, puis on s'entend, il dégage tout un charme, puis les femmes, ils l'aiment. Tu dirais que le jeu des acteurs a vraiment surmené, puis c'est ça qui a aidé le film à aller au-delà un peu des attentes de simplement Wonder Woman. Oui, honnêtement, oui. Puis, tu sais, le film, on dit du film qui est beaucoup dramatique, peut-être pas assez d'action, mais honnêtement, je pense que moi, personnellement, je pense que c'est bien balancé. Tu sais, on ne met pas des explosions pour mettre des explosions. Il y a de l'action. L'action est bien réalisée. À part peut-être quelques bémols là aussi, là, parce que je dirais que ça sont enfargés, mais c'est une histoire classique de bon contre méchant, si on veut, puis je pense que c'est quand même bien rendu. On disait entre autres que Cheetah, elle n'avait pas vraiment un bon rôle, mais moi je trouve que c'est le contraire. Elle a justement un rôle important parce que Maxwell Lord, de son personnage, il ne peut pas vraiment faire grand-chose au niveau d'action, mais c'est Cheetah qui fait en sorte que, puis Cheetah qui est Barbara, là, qui fait en sorte qu'il y a une certaine action là, qui est intéressante pour le film. Maintenant, bon, la question, c'est est-ce que ça vaut la peine de payer 20 quelques dollars? Moi, je l'ai payé pour vous. Puis honnêtement, je dirais, si vraiment vous voulez payer une belle soirée en famille pour écouter un nouveau film, oui, ça en vaut la peine. Mais si vous n'êtes pas certain, peut-être d'attendre que le prix baisse, là, ça serait correct aussi. Et sur quelle plateforme qu'on peut le retrouver? Sais-tu, je me souviens même pas. Mais moi, je l'ai acheté il va être sur demande à différents endroits parce que là, c'est HBO qui ont les droits sur Wonder Woman. Puis HBO, on pourra en reparler peut-être un autre épisode. Là, c'est de toutes les façons de distribuer des films présentement. Là, HBO sont dans une situation assez particulière avec le Canada. Fait qu'on peut juste comme louer le film. On ne peut pas s'inscrire à HBO Max pour l'instant ici au Québec. Ben, c'est super, Jeff. On va se reparler pour une prochaine chronique, que ce soit HBO ou un autre sujet. Merci d'avoir été avec nous et on se revoit dans une autre émission de Stéphanie s'informe. Et merci surtout à tous nos invités qui ont été parmi nous pour cette émission.